Bon, et bien tout d'abord, je voudrais m'excuser de mon absence d'hier, mais c'est pas grave, parce qu'on va se rattraper aujourd'hui avec un Swiss Bliss bodybuildé et intense à souhait. La semaine a été entrecoupée de plein de congés, puisque les Américains n'ont commencé que mardi pour cause de Memorial Day, et les Européens étaient pratiquement absents jeudi pour cause d'Ascension. La Suisse était même fermée. Et puis, comme vendredi, c'était entre le jeudi de l'Ascension et le week-end, ceux qui ont fait le pont étaient nombreux. La semaine n'a donc pas été historique, mais il s'est quand même passé pas mal de choses. Trump s'est fait botter en touche par des juges américains qui lui ont interdit de mettre en place des droits de douane, voire même de rembourser. Nvidia a fait un carton sur ses chiffres du trimestre. Encore, la Maison-Blanche a fait appel contre la suspension des droits de douane qui a eu un effet suspensif. Le marché obligataire qui était le gros point noir de la semaine dernière, si vous vous en souvenez encore, eh bien ce marché obligataire s'est repris de façon assez magistrale, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et puis bien sûr, Trump s'en est pris aux Chinois pour terminer la semaine, aux Chinois et aux droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Le marché US et les marchés US ont vécu leur meilleur mois de mai depuis 1990 quand même. De quoi remettre en question le bon vieil adage du sell in May and go away. Bref, il y avait de quoi passer par toute la gamme des émotions durant cette semaine qui était en même temps très bizarre puisque tout le monde n'était pas là. On regarde ça point par point dans ce nouveau Swiss Bliss. Bienvenue chez moi. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le 31 mai 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. On commence immédiatement cette vidéo donc par Trump, les droits de douane et le retour du chaos organisé. Et cette semaine, Donald Trump a encore prouvé une fois qu'il pouvait semer plus de volatilité qu'un crash surprise. Le feuilleton commercial entre les États-Unis, la Chine, le Japon et l'Union européenne a occupé le devant de la scène avec des épisodes dignes des plus grandes séries de Netflix ou de Prime Video. Le président américain a donc multiplié les coups de pression douaniers, menaces à peine voilées, recul tactique, relance de guerre économique, et au final, on a une ambiance de tango complètement désarticulée. Un jour, Trump promet l'apocalypse tarifaire, le lendemain, il fait marche arrière sous la pression des marchés. Bienvenue dans la stratégie TACO. C'est une nouvelle stratégie qui vient d'arriver aujourd'hui dans le marché, on va en reparler tout à l'heure. Une séquence d'escalade suivie d'un repli comme s'il démarrait un incendie pour ensuite se poser avec un extincteur pour venir corriger le tir. Mais attention parce que cette stratégie n'est pas gratuite. Vendredi, Trump a accusé Pékin de trahir l'accord commercial négocié à Genève il y a 2 semaines. Dans la foulée, les discussions sont au point mort et le climat s'alourdit à nouveau. Le secrétaire au Trésor, M. Scott Bessent, a reconnu que les tractations avançaient à la vitesse d'un escargot sous Xanax. Et les marchés européens ont terminé la semaine sans conviction. Wall Street a tangué entre espoir et fatigue tarifaire pendant que Trump fanfaronnait sur un deal blockbuster entre US Steel et Nippon Steel. Et dans la foulée, eh bien, il double les taxes sur l'acier à 50% tout en promettant que le Japon n'aura aucune influence. Comprenne qui pourra. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un tout petit intermède éducatif d'un nouvel acronyme dont tout le monde parle cette semaine, la stratégie TACO. Alors on connaissait MAGA, on connaissait KAG, on connaissait Doge, mais voici le nouveau venu de la saison 2025, TACO. Et non, c'est pas une commande chez Taco Bell, TACO ça veut dire Trump Always Chicken Out, traduction libre, Trump se dégonfle toujours. L'idée est assez simple. Trump menace la Chine, promet des tarifs douaniers sur tout ce qui bouge, les marchés paniquent, et là, hop, il fait marche arrière, il négocie, négocier façon Trump. Résultat, le Financial Times a lancé ce terme il y a quelques semaines, et les mèmes ont explosé partout, et même Jimmy Kimmel a sorti une parodie de Macho Man version Taco Man. Et comme prévu, Trump a pété un câble, il a hurlé que c'était une insulte, que lui ne recule pas, qu'il fait de la stratégie. Tu parles, c'est comme dire que t'as pas fui un combat, mais que t'as pivoté tactiquement. Bref, en 2025, les tacos ne sont plus juste mexicains, c'est devenu un indice de volatilité présidentielle et franchement, c'est peut-être l'indicateur macro le plus fiable du moment.
Bon, après la bouffe mexicaine, on continue avec Powell et l'inflation, puisque du côté de la Fed, on a enfin eu un petit signe encourageant, l'inflation PCE, l'indicateur préféré de Powell, qui ralentit. Le chiffre d'avril, plus 2,1% en glissement annuel et même 2,5% pour le corps PCE, c'est en baisse et presque dans les clous. Je rappelle qu'on cherche toujours les 2%, mais personne ne crie victoire parce que tout le monde sait que les effets des tarifs douaniers n'ont pas encore été intégrés dans les chiffres. On nous dit ça chaque mois. C'est un peu comme applaudir une perte de poids en oubliant que ce soir, on a raclette partie. Pour Powell, c'est simple, wait and see, pas question de baisser les taux tant que l'inflation n'est pas solidement à 2%. Et vu la gueule des marchés, il y a autant de chances qu'un consensus se forme que de voir Trump dire du bien de la Chine. Les économistes, eux, restent pour l'instant partagés. Certains y voient le début d'un retour à la normale. D'autres redoutent un effet boomerang tarifaire d'ici l'été. Résultat, tout le monde regarde le rapport sur l'emploi de la semaine prochaine comme s'il s'agissait de la finale de la Champions League. Et s'il y a un nom que tous les traders avaient en tête cette semaine, c'était bien sûr Nvidia. La publication des résultats attendus mercredi soir a maintenu Wall Street dans une forme d'apnée, et pour cause, puisque Nvidia est devenu le moteur, la boussole, le totem et le baromètre du marché américain. Une bonne publication, et c'est le Nasdaq qui part en orbite, et une déception, c'est tout l'édifice qui vacille. Le marché vit une forme de dépendance toxique à Nvidia, amplifiée par la folie autour de l'intelligence artificielle. On n'achète plus des actions, on achète une idée, celle que Nvidia est le cœur battant de l'ère de l'intelligence artificielle. Alors les chiffres ont été solides, les perspectives ont été tenues et le titre a maintenu sa confiance. Mais soyons clairs, ça devient dangereux de reposer tout un rallye boursier sur une seule boîte. Même un géant peut avoir mal aux genoux. Si vous voulez en savoir plus sur les résultats de Nvidia, vous pouvez retourner sur la vidéo du Morning Bull Live de jeudi. La semaine dernière, on avait beaucoup parlé du marché obligataire. Ça allait mieux cette semaine puisque l'auction du 7 ans américain s'est bien passé. Par contre, le Japon reste en alerte rouge et certains commencent à dire qu'il se passe un truc qui pue très fort du côté du soleil levant. Dans cette ambiance, pas délétère, mais presque, Jamie Dimon a encore balancé une bombe cette semaine. Selon lui, le marché obligataire va craquer et les régulateurs vont paniquer quand ils vont s'en rendre compte. C'est toujours assez sympa d'entendre ça de la bouche du patron de JP Morgan, surtout quand les rendements des Treasuries à 10 et 30 ans continuent d'être à des niveaux un petit peu critiques. La tension monte doucement, mais sûrement. Les dernières adjudications sont bien passées, mais le spectre d'un stress de liquidité reste dans tous les esprits pour le moment. Dans les coulisses, le Trésor et la Fed préparent des réformes du ratio de levier pour calmer le jeu, mais tout ça reste quand même vachement fragile. Et pendant ce temps, le dollar tangue, les bons du Trésor sont boudés et le mot déficit revient dans à peu près toutes les discussions de marché. Bref, le marché obligataire est calme, mais c'est un peu le calme d'un volcan juste avant l'éruption. Alors où je vous parle, le 10 ans US est à 4,397% et le 30 ans est à 4,932. L'Europe a terminé le mois de mai avec des indices en hausse, malgré les secousses commerciales venues de Washington. La croissance attendue pour les prochains mois tourne autour de 1,5%, à peu près comme les USA. Mais l'inflation reste évidemment un casse-tête entre les possibles taxes de rétorsion de l'UE sur les produits américains et la pression des exportations chinoises. En Suisse, le baromètre COF est remonté à 98,5, signe d'un petit regain de confiance, notamment dans l'industrie manufacturière, mais les exportations reculent et les relations avec les États-Unis restent sensibles à cause des droits de douane, évidemment. L'économie mondiale avance sur un fil entre soulagement ponctuel et menace d'un nouveau déraillement. Et au milieu de tout ça, les marchés essayent de sourire, mais les dents grincent, mais pour l'instant, ils sourient toujours. Voilà, entre Trump qui souffle le chaud, le froid, puis le burrito tarifaire, Powell qui fait du surplace en mode Zen Master de l'inflation, Nvidia devenue la religion officielle de Wall Street et Jamie Dimon qui nous prédit l'apocalypse obligataire avec le sourire comme tous les 2 mois, on nage dans un joyeux bazar macro-financier. Et ça, c'est la version polie. Le mot de la semaine, c'est le mot taco, pas le plat, l'acronyme, parce qu'en 2025, même les stratégies présidentielles, ça a un goût de fast-food, ça croustille, ça pique, mais ça tient pas au ventre. Et puis, je peux déjà vous dire que la semaine prochaine, ça va spéculer ferme sur les chiffres de l'emploi et sur la grosse colère qui monte contre les Chinois du côté de la Maison-Blanche. Si on se plonge sur les performances de la semaine, on voit que le Nikkei prend quand même 2,17% malgré les craintes sur le marché obligataire, et puis pour le reste, le Nasdaq plus 2%, le S&P plus 1,88%, ça va bien. La Chine tangue avec l'équilibre, la Suisse termine en hausse de 0,18% sur la semaine, c'est de la folie. On voit quand même que derrière tout ça, le Bitcoin s'est pris une claque en fin de semaine, mais c'est pas grave parce qu'on sait tous que le Bitcoin c'est juste une opportunité d'achat sur faiblesse. Donc voilà, petite semaine l'un dans l'autre, mais néanmoins semaine positive encore une fois,
que ce soit sur l'Europe, sur la Suisse ou sur les États-Unis, avec évidemment un avantage concurrentiel sur les États-Unis qui est probablement lié à la performance relativement excellente, on va dire, de Nvidia sur cette semaine. Du côté de la Suisse, qu'on le voit avec une hausse de 0,18% sur le SMI, forcément, il ne s'est pas passé grand chose. On n'a pas de grandes nouvelles. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure dans les vedettes de la semaine. C'est pas la folie au niveau des news. Ça va un peu dans tous les sens. Holcim qui rebaisse après son ex-dividende et puis son travail de mise en place de la structure aux États-Unis. Richemont qui perd 1,15%. Alors, Richemont, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut toujours dire que c'est à cause, évidemment, de la Chine et des droits de douane. On a Nestlé qui reste toujours un peu sous pression parce qu'il y a eu un downgrade cette semaine par un broker suisse, sauf erreur. Vous avez Novartis qui avance sur un takeover. Vous avez Roche qui annonce plein de choses sur les nouveaux médicaments. Et puis autrement, on a une semaine relativement constructive. Geberit qui continue de monter sans aucune nouvelle, plus 2,75% sur la semaine. On va dire que l'un dans l'autre, ça va, mais il n'y a pas de quoi se relever la nuit au niveau du marché suisse cette semaine. D'ailleurs, on passe directement au graphique du SMI. Alors, vous voyez, on a une tendance latérale qui est en train de se dessiner. C'est juste assez impressionnant. Alors, pour l'instant, racheter sur les 12 000 et vendez sur les 12 460 sur le SMI. C'est un peu l'idée du moment. On voit qu'on oscille vraiment autour de cette moyenne mobile des 200 jours qui est un peu devenue notre bouée au milieu de la mer, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller. Et comme je vous le disais, si on revient sur les 12 000, il faut racheter le SMI, et si on va chercher les 12 500, peut-être qu'on sera un petit peu topiche. On voit que les indicateurs ici sont en train de se calmer à ce niveau-là. Mais voilà, à surveiller attentivement, un range latéral sur la Suisse, il faudra trouver la dynamique pour aller chercher beaucoup plus loin. Au niveau du S&P 500, vous le voyez que là aussi, on est en train de faire du range latéral. Regardez surtout les 2 dernières séances qu'on a vécues sur le S&P 500. Vous avez une monstre volatilité qui a été effectuée jeudi, on le voit très bien, et rebolote vendredi, tout ça à cause des droits de douane et tout ce qui tourne là autour. Ce qui est assez impressionnant, c'est que dans les deux cas, on se fait très peur, et puis on revient quand même à l'équilibre, et puis jeudi, on était très positif parce qu'il y a eu ces histoires d'annulation de droits de douane qui ont motivé tout le monde et qui ont fait repartir l'indice avant de se redégonfler derrière. Enfin bref, ça va dans tous les sens pour l'instant, mais pour l'instant, on n'arrive pas à aller beaucoup plus haut sur le S&P 500. Vous voyez quand même que sur la semaine, on a eu une bonne journée. Bon, lundi, c'est quoi cette histoire? Vous voyez que lundi, ça a bien monté, c'était à cause de l'effet droit de douane, justement. Et puis, mardi, après, on a cherché les plus hauts. Puis depuis, on stagne autour des 5900 sur le S&P. Tout le monde s'attend à voir les 6000 casser très, très bientôt. Mais là aussi, il va falloir avoir un peu d'informations. Et on se méfie vraiment de ce que Trump peut venir nous sortir la semaine prochaine contre les Chinois, entre autres. Donc ça, ce sera le gros challenge des jours à venir. Le Nasdaq, c'est pareil, grosse hésitation, grosse exagération, mais à la fin, on finit quand même sur le niveau des 21 340 sur le Nasdaq. Mais vous voyez que là aussi, on est en train de construire un range latéral. Vraiment, on se pose des questions pour savoir qu'est-ce qui sera le catalyste pour nous faire sortir du range. Et malgré les bons chiffres de Nvidia, vous voyez que c'était quand même difficile pour la tech la semaine passée. C'était pas impressionnant comme semaine. Le SOX, là aussi, encore une fois, on est dans un range. Alors, on a un gap en dessous à surveiller parce qu'on peut tout à fait aller le boucler. Mais pour l'instant, vous voyez que l'un dans l'autre, là aussi, on est en train de construire un range latéral. Je pense quand même qu'au milieu de tout ce qu'on a comme nouvelles au niveau des droits de douane, on ne sait pas trop où on va. Et puis surtout, le marché obligataire continue de peser un peu sur la tête des intervenants pour l'instant parce qu'on est tous conscients du fait que c'est quelque chose qui est en train de pourrir dans un coin, comme l'a dit Jamie Dimon hier, et que ça peut nous péter à la figure, un de ces quatre. Ça s'est bien terminé cette semaine, mais on n'est pas vraiment convaincu du fait que ça se stabilise. Donc attention, range de consolidation haussier pour l'instant, mais attention si on venait à rebaisser derrière, et attention aux mauvaises nouvelles. Au niveau des indicateurs, c'est plutôt rassurant parce qu'on est revenu un peu sur les bas, donc ça me fait un peu moins de stress. Mais quand même, attention, parce que pour l'instant, on a vraiment un marché solide. On a vu que la performance sur le mois de mai, c'était la meilleure depuis 1990. Mais quand même, c'est pas non plus l'euphorie. Et les gens se posent quand même beaucoup de questions dans les backrooms des salles de trading.
L'Allemagne est toujours au plus haut de tous les temps. Là aussi, on consolide, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a rien à dire au niveau graphique. Heureusement, on a une descente gentiment des indicateurs techniques, parce que là, techniquement, j'aurais l'impression qu'on pourrait nous faire un truc comme ça. Mais l'Allemagne est tellement solide en ce moment, les gens parient tellement sur les nouveaux investissements qui vont arriver grâce au nouveau gouvernement que c'est totalement indestructible pour l'instant. Mais attention, attention, parce que si le DAX revenait en dessous des exagérations de l'autre jour autour des 23 500, ça laisse quand même la possibilité de corriger un bon bout, même si on voit que le marché reste quand même très très solide en ce moment. Le CAC 40, c'est pareil, un petit peu plus faible. On revient là aussi un peu à l'image de la Suisse et la moyenne mobile des 200 jours qui fait un peu effet de support. Donc à surveiller les 7600 sur le CAC 40 pour pouvoir se repositionner à la hausse. Mais là aussi, on est plutôt serein, avec toujours pas mal d'intérêt et toujours pas mal de chit-chat au niveau de tout ce qui est armement. Le pétrole qui ne fait rien à l'image du reste. Là aussi, on a toujours notre range, support au niveau des 56,60 et résistance au niveau des 64,04. Le pétrole est toujours dans l'attente des annonces de l'OPEP qui devraient tomber bientôt, savoir ce qu'ils vont faire avec la production ces prochains temps. Mais l'un dans l'autre, là aussi, on a vraiment l'impression d'être dans un range. Tant qu'on ne sort pas de ça, on peut avoir toutes les news qu'on veut. Les négociations avec l'Iran sont poussées de toute façon au mois de juillet. On n'est pas sûr que ça débouche sur quelque chose. Mais en plus, on a pour l'instant le PEP qui met un peu la pression. Et effectivement, ces tarifs douaniers qui font un petit peu craindre d'un ralentissement économique à l'avenir. Je vous montre quand même ce graphique. C'est le graphique du 10 ans américain parce que c'est temps, on va beaucoup en parler ces prochains temps. Donc on voit très clairement qu'on a éliminé les excès de peur de l'autre jour quand on était chercher les 4,60. Là on revient à 4,398 à l'instant où je vous parle. La grosse moyenne mobile, c'est la moyenne mobile des 200 jours qui passe par les 4,25. C'est toujours difficile de faire d'analyse technique sur les rendements obligataires, mais on voit très bien que la zone de danger, vraiment la zone de danger, vous pouvez mettre dans vos carnets, c'est 4,60. Si on casse les 4,60, il y a un risque d'abord sur les 4,80 et puis après de retourner au plus haut de tous les temps sur les 5%. Mais ça voudra dire aussi qu'il y a un autre problème, c'est une perte de confiance totale. Et comme je le disais au début de cette émission, tout le monde ne parle que de déficit et ça n'arrange pas forcément les bidons du marché obligataire en ce moment. Donc je le répète, je le martèle encore une fois, surveillez ce qui se passe au niveau des rendements. Ça va vraiment être la clé du comportement des marchés ces prochains temps. Si ça continue à se calmer, eh bien on peut continuer à avoir notre bull market estival. Mais si par hasard ça commence à craquer aux entournures, comme l'expliquait le patron de JP Morgan, attention, danger. On passe aux vedettes de la semaine avec Roche pour commencer, puisqu'après 96 semaines de traitement avec son candidat médicament Fenebrutinib, les patients n'ont vu ni progression du handicap, ni activité significative de la maladie. En gros, une rechute tous les 17 ans, c'est pas mal. Cerise sur le labo, aucun souci de tolérance détecté. 3 études de phase 3 sont en cours et les résultats sont attendus fin 2025. En parallèle, Roche prépare avec Harvard un nouvel antibiotique d'une nouvelle génération qui pourrait mettre une claque aux bactéries résistantes, un mécanisme d'action qui est assez inédit et une cible, l'Acinetobacter baumannii, le genre de bestiole qui fait flipper même dans les murs d'un hôpital. Résultat, Roche n'a peut-être pas encore guéri le monde, mais ils sont en train d'y bosser sérieusement. Et sur la semaine, le titre montait quand même de plus de 2%. Alors vous voyez qu'on essaie de se sortir de cette période difficile de nouveau après l'histoire des taxes sur les médicaments de Trump. On remonte gentiment, on se bat, on vient quand même de 245, on est à 269. Le prochain objectif, c'est d'aller chercher la moyenne des 200 à 272 francs suisses. Et si on arrive à casser là-dessus, peut-être qu'on pourra commencer à se dire qu'on est en train de reconstruire un nouveau truc. Mais attention toujours à ce que peut nous sortir le président américain, parce que c'est toujours très compliqué. Vous voyez qu'il y a quand même gentiment une espèce de tendance à très court terme, bien sûr, qui est en train de se montrer, se construire sur le bon rush. Donc on va surveiller ça attentivement ces prochains temps. On espère que c'est enfin derrière nous. Mais il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles qui arrivent sur Rush ces derniers temps et qui ne sont pas forcément reconnues sur le marché. Alors, ce qui a été annoncé cette semaine, c'était plutôt encourageant, mais c'est un petit peu frustrant de ne pas le voir se comporter mieux que ça. Mais c'est vrai qu'il y a l'épée Damoclès des annonces de Donald Trump qui ont été faites il y a quelques semaines. Chez UBS, c'est officiel, ils se séparent de leur unité O'Connor, spécialisée dans les hedge funds, au profit de Cantor Fitzgerald. Montant du deal, on n'en sait rien, mais ça représente quand même 11 milliards de dollars sous gestion. Donc ça fait quand même du pognon qui rentre dans la maison. Et une page qui se tourne après plus de 30 ans de mariage
entre la banque et O'Connor. Les équipes d'O'Connor suivront le mouvement et passeront sous la bannière CFAM, la division Asset Management de Cantor. C'est propre, c'est rangé et tout le monde promet une transition fluide comme toujours. En parallèle, UBS a bouclé un rachat d'actions à 1,7 milliard de francs suisses, histoire de flatter un peu l'action et de montrer que le bilan reste musclé. Message subliminal, on réduit les risques, on se recentre, mais on garde le style. Le titre était quand même en hausse de 0,38% sur la semaine. Alors, quand vous regardez le graphique, ça donne pas forcément envie, là, tout de suite, mais, on arrive à des niveaux quand même, pour moi, de se repositionner. On a l'air de tenir les 26, on va dire. Donc là, je serais plutôt positif sur UBS et de se dire, tiens, peut-être qu'il y a un truc à jouer. Le seul danger, c'est effectivement ce que je vous disais, c'est le marché obligataire. S'il y a quelque chose qui commence à craquer, l'UBS va en prendre plein les dents, comme toutes les banques probablement. Mais en tous les cas, si ça se calme, je pense que sur les 26, il y a peut-être quelque chose à jouer pour faire 2 ou 3 francs sur l'UBS ces prochains temps. Autre géant, Novartis, le géant balois ne perd pas le nord puisqu'ils ont lancé son EPA sur Regulus Therapeutics. C'est une petite biotech de San Diego, on en avait déjà discuté, 7 $ par action. Objectif, mettre la main sur le Faraburson, une molécule prometteuse dans le traitement d'un adénocarcinome pancréatique d'origine génétique. Alors un joli nom pour dire on s'attaque à une saleté bien planquée dans les reins. L'offre peut monter jusqu'à 1,7 milliard de dollars si tout se passe bien au niveau des régulateurs. Résultat, Novartis continue de gober les petites pépites américaines à coups de milliards et confirme que la santé, c'est toujours un business d'avenir, surtout quand on a des ARN exotiques plein le pipeline. Alors la nouvelle était déjà dans le prix au niveau de Regulus, donc on voit que c'est pas grand chose, mais voilà, le titre continue de se battre aussi un peu à l'image de Roche. On cherche cette moyenne mobile des 200 jours. C'est un peu con à dire, mais c'est toujours la même chose. Cette moyenne mobile, c'est un peu une référence de base que tout le monde regarde. Alors voilà, on fait comme tout le monde. 94,90 à surveiller. Si Novartis arrive à passer en dessus, ce sera déjà un point plutôt positif pour la suite des événements sur le deuxième gros titre de la pharma suisse. Dans la série des rumeurs, selon Bloomberg, le groupe ABB réfléchirait à vendre ou scinder sa division robotique et aurait mandaté Bank of America et UBS pour explorer les options. Rien n'est acté. Tout est en délibération et d'autres banques pourraient entrer dans la danse. L'opération, si elle se concrétise, marquerait un tournant stratégique pour le géant helvético-suédois. Et comme toujours dans ce genre de dossier, pas de commentaires, pas de fumée sans feu non plus, mais rien d'officiel, c'est que du conditionnel. On a déjà d'ailleurs parlé la semaine dernière, mais ça revient de nouveau sur le plateau. Voilà, ça ne veut pas dire grand-chose sur le graphique, visiblement tout le monde s'en fout, mais là, on a fini la semaine un petit peu en dépression sur ABB. On tentait de consolider, mais voilà, on est remonté après cette grosse remontée depuis les fins fonds des gorges de l'enfer. À 37,11 sur ABB, on remonte gentiment. On a quand même bien remonté jusqu'à 48 francs suisses. Et puis là, on sent qu'on a un tout petit peu de peine. Donc attention au renversement de tendance. Et vous voyez que là aussi, on est venu buter sur notre moyenne mobile de 200 jours. Ça devient vraiment le mur de l'Atlantique, ce truc. La FDA vient d'approuver le Triptyr, le nouveau traitement d'Alcon contre la sécheresse oculaire. Dès le premier jour, le produit stimule les nerfs de la cornée pour relancer la production naturelle de larmes. Efficace et rapide, environ 38 millions d'Américains souffrent de cette affection, mais très peu sont traités. Donc le Triptyr débarquera aux USA au 3e trimestre 2025 avant d'être déployé ailleurs. Alcon, qui est ex-Novartis, espère booster ses ventes avec cette nouvelle arme dans l'arsenal ophtalmologique. Alors vous voyez que c'est pas monstre frappant ce graphique, cette bonne nouvelle. Néanmoins, la bonne nouvelle qu'on voit pour l'instant sur Alcon, c'est qu'on est en train quand même de consolider dans cette zone sur les bas 80, on va dire. Donc, vu comment la société se développe, vu ce qui s'est passé ces derniers temps au niveau des résultats, j'aurais tendance à vouloir me dire que peut-être on peut commencer à ceux qui veulent se repositionner sur Alcon. Je pense que la zone des 82 est plutôt intéressante pour essayer de rejouer une forme de rebond dans cette espèce de grand range qu'on est en train de développer en ce moment sur le titre ophtalmique suisse. Et c'est donc l'heure du en vrac de la semaine, puisque chez Baloise, on a décidé de geler les embauches. Pas parce qu'ils sont radins, non, mais tout simplement parce qu'ils sont en train de préparer leur fusion avec Helvetia, donc priorité à l'intégration et pas forcément au café d'accueil pour les nouveaux employés. À la Banque cantonale de Genève, on a nommé un nouveau patron pour le corporate banking, Eric Balmer. Il débarque en septembre, ambiance rentrée des classes, cravate fraîche et mission croissance. Du côté d'AMS Osram, on a eu le jackpot, fin du litige avec Renesas aux États-Unis et 51 millions de dollars qui tombent dans l'escarcelle comme par magie, champagne, à condition de le boire à la lumière d'un capteur optique bien sûr.
Clarion, eux, c'est pas le champagne, c'est plutôt l'éthanol à haute dose. Une nouvelle plainte pour cartel sur le marché de l'éthylène. Cette fois, c'est OMV qui réclame 1 milliard et Clarion répond « Non mais vous êtes sérieux là ?» Ça continue, c'est leur mode de défense. Ils sont pas d'accord, étonnamment. Et Volva, alias la biotech zombie, monte de 23% parce qu'ils veulent racheter un hôpital. Ouais, un hôpital, quand t'as plus de pipeline, eh ben t'achètes directement des lits. Et puis l'EM, chez eux, c'est la tristesse totale, bénéfices et chiffre d'affaires en berne et en prime, pas de dividendes, c'est le moment d'acheter un Kleenex avec chaque capteur. Dans l'immobilier, chez Plaza, rien à voir avec Stéphane Plaza, on achète un bout de terrain près de Zurich et sa cousine Epic Suisse continue d'engranger un peu de recettes. Pas de quoi faire trembler les murs, mais ça reste quand même mieux que Meyer Burger, puisque Meyer Burger, c'est la catastrophe industrielle, arrêt de la production aux États-Unis, moins 42% sur le titre, carnage solaire. Ironie du sort, le soleil brille, mais pas pour eux. Et puis chez Ascom, de leur côté, on lance enfin un programme de rachat d'actions, budget 15 millions, objectif faire croire à la solidité. On y croit presque. Chez Bystronic, ça galère depuis l'IPO, mais le nouveau CEO est confiant. Évidemment, c'est le mot obligatoire en cas de tempête, le mot confiant. Doticon OS cartonne, plus 16% sur de bons résultats. Mais les actionnaires n'auront toujours pas de dividendes. Oui, et les mecs sont rentables, mais radins. C'est un peu une philosophie de construction de la société. Galderma s'est offert 2,4 millions de ses propres actions pour plus de 230 millions. Chez Lundin Gear, le patron reste en poste, mais abandonne son siège au conseil d'administration. On appelle ça un recentrage sur l'opérationnel, ou alors une fuite discrète, c'est selon les points de vue. Et puis Pyrer Mobility, qui sont en train de s'en sortir, voit 2025 comme un mur économique, restructuration en cours. Ambiance dans le monde des motos. Varia US Properties rame avec les taux et les prêts immobiliers, revenus locatifs en baisse, pertes en hausse, l'immobilier c'est génial. Tant que les taux dorment, le géant Holcim, lui, se met à construire en Grèce. Un nouveau site, 400 millions sur un nouveau site à Milaki. Avec un peu de chance, ça sera fini avant les JO 2032. Alpine Select prolonge son programme de rachat d'actions jusqu'en 2026. L'AG a dit oui, les actionnaires ont applaudi. Peut-être ils n'ont juste pas écouté. Et puis Sicom, toujours suspendu, toujours sans réviseur. Ils ont repoussé la publication du rapport annuel et on ne sait même pas s'ils ont un comptable. C'est vous dire comment ça va bien de ce côté-là. Et puis, enfin, chez Gurit, le directeur financier jette l'éponge après avoir fait l'intérim en mode « je gère tout seul ». Il part en novembre, burn-out ou soulagement, à chacun son interprétation chez Gurit. Voilà, ben aujourd'hui, il y avait de quoi dire. J'espère que vous êtes encore là d'ailleurs, parce que la semaine prochaine, il y aura les ISM, il y aura les CPI en Europe, et puis il y aura plein de chiffres de l'emploi, avec comme point d'orgue, bien sûr, les chiffres des NFP du mois de mai qui sortiront vendredi prochain, comme d'habitude, premier vendredi du mois de juin. Et puis, il y aura bien sûr du Trump et peut-être un peu de Trump à toutes les sauces. Vous pouvez clairement compter là-dessus. Donc, on peut s'attendre à peu près tout et n'importe quoi ces prochains jours, cette prochaine semaine qui nous attend dès lundi matin. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux revenir lundi matin, et puis mardi, puis mercredi, puis jeudi et vendredi pour le Morning Bull Live, parce qu'il y aura plein, mais alors sûrement plein de trucs à dire. D'ici là, likez, partagez, commentez et abonnez-vous à la chaîne Swissquote en français. J'en profite pour vous rappeler que le 18 juin, il y aura le Swissquote Trading Day à Lausanne et que je serai présent toute la journée pour y accueillir plein d'invités hyper intéressants. Alors n'oubliez pas de vous inscrire et de venir boire un verre à la santé de Trump. Ça me fera hyper plaisir de vous rencontrer en chair et en os. Excellent week-end à tous, profitez bien et à lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye!